Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour les conférences pratiques dentaires. Ce soir, on va évoquer l'éducation fonctionnelle qui permet de traiter les anomalies de structure, les troubles orofaciaux qui touchent près de 7 enfants sur 10. Nous allons voir comment ces thérapeutiques peuvent être mises en place très tôt chez l'enfant et notamment suite à l'EBD de 3 ans qui fait donc un de ces critères de dépistage pour cet examen de prévention. Pour évoquer ce sujet, j'ai fait appel au docteur Marie Daquin, qui est praticienne à Marseille avec une orientation de pédodontie. Marie a rejoint notre pôle de formateurs UFSBD et présente une formation sur ce même thème de 7 heures, donc une beaucoup plus longue, beaucoup plus développée que cette présentation que l'on va faire ce soir. Et donc, si cela vous intéresse, vous pourrez ensuite vous renseigner et vous inscrire pour participer à cette formation. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions en allant sur l'icône Q et R qui se situe en bas à droite de votre écran. On y répondra à la fin de cette présentation. Voilà. Marie, je suis ravi de t'accueillir. Je te remercie d'avoir répondu à mon invitation et puis je te laisse la parole. Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Donc, en effet, on va parler d'éducation fonctionnelle. Ça doit être quelque chose que vous connaissez sans trop connaître. Ce n'est pas si récent, mais c'est très à la mode actuellement, en tout cas. C'est quelque chose qu'on va développer, donc, surtout chez les tout-petits, parce qu'en effet, mon exercice est pédiatrique. Je n'exerce que jusqu'à 15 ans et voire même, on va dire, ma majorité de mes patients ont moins de 10 ans. Je me suis formée autour du coup de la prise en charge des petits depuis le début de mon exercice, de différentes manières. Et aujourd'hui, on va parler donc du coup de prévention et de prévention dite orthodontique, parce que malgré tout, c'est déjà de l'orthodontie. Alors, l'éducation fonctionnelle en soi, du coup, c'est un peu sur différents niveaux qu'on va le mettre en place. Et c'est vrai que ça va commencer par simplement une vision de la santé par son patient. C'est-à-dire qu'en fait, on va quand même essayer d'inclure son patient dans notre plan de traitement, dans sa santé. Il doit sentir qu'il a finalement une part importante et il doit du coup être acteur. Et c'est tout à fait, donc du coup, là aussi, l'air du temps de comprendre qu'il est temps que nos patients comprennent qu'ils ont une grande part dans leur santé et qu'on ne va pas les assister toute leur vie. Au niveau donc, du coup de l'éducation fonctionnelle, c'est une rééducation qu'on va accompagner. Par de l'exercice et parfois des disjoncteurs. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Le but, c'est d'éviter que ce que l'on observe, donc la dysmorphose déjà prévalente, s'aggrave. Dans tous les cas, on ne peut pas faire de mal. Soit on n'arrive pas à le faire évoluer, et il sera toujours temps de faire de classique derrière, soit on arrive à aller un petit peu plus loin et à le diminuer, voire à complètement résoudre ce problème avant l'arrivée des dents d'adulte. Il faut être quand même objectif. Je n'arrive pas à 100% sur mes cas à rétablir tout ça. Il y a quand même une grosse part de réussite, mais il y a beaucoup aussi d'acteurs, comme on disait. Il y a l'accompagnant, il y a le patient. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent faire que ça capote. Donc, on n'a pas toujours les mains dans notre traitement entièrement libre. Et c'est ce qui fait aussi une part du coup des échecs. Dans tous les cas, l'idée de l'éducation, c'est d'essayer et vous ne ferez jamais de mal. Donc, sur ça, déjà, c'est pas mal. Au niveau donc, du coup, de la prise en charge, une fois qu'on a réussi plus ou moins à retrouver une bonne occlusion, il est aussi important de retrouver une mastication. Ce n'est pas inné pour tout le monde de bien mâcher et plus vite nos jeunes patients pourront retrouver cette fonction, mieux c'est. On est face là aussi à du coup des jeunes qui mangent mou, qui ne sont plus du tout habitués à mâcher dur, aux morceaux de pain et 4 carrés de chocolat qu'on avait tous quand on était jeunes. C'est vrai que c'est bien loin. Maintenant, on a la compote en gourde parce qu'on ne peut même plus manger une pomme et du coup, tous nos petits biscuits individuels qui sont bien mous et là aussi qui ne demandent pas franchement d'effort. C'est comme ça, c'est un peu générationnel et donc ça fait aussi partie du problème. Et donc, dans l'éducation fonctionnelle, on va aller jusqu'à réapprendre la mastication. En effet, on a du coup quand même
au moins 3 enfants sur 10, comme disait le docteur Lim, hein, du coup, qui sont déjà touchés à 3 ans. Donc, vos jeunes patients, il ne faut pas les laisser partir comme ça. Et on sait en plus que dans 90% des cas, le problème, c'est la langue. La langue, donc, du coup, est une princesse, comme on aime bien dire maintenant, elle doit rester dans son palais. Il y a même, donc, sur les réseaux, si vous êtes un petit peu réseaux sociaux, tout un groupe maintenant, donc, du coup, autour de cette princesse qui doit rester au palais, il y a plusieurs orthophonistes, il y a aussi un kiné-maxillo qui fait beaucoup parler d'elle, il y a une de mes consoeurs, le docteur Lolan, enfin, on est plusieurs à un petit peu discuter, hein, et c'est une priorité à plusieurs niveaux, que ce soit donc du coup orthophonique, maxillo, nous, les dentistes, où on peut agir et c'est une réalité. C'est une réalité aussi parce qu'il y a de plus en plus de succion et le plus tard possible. Hein. Maintenant, un bibi peut traîner jusqu'à 10 ans sans problème dans l'imaginaire des adultes. Hein. Enfin, c'est pratique, donc pourquoi l'enlever? Les tétines aussi, hein, c'est un gros souci. Donc, cette langue a du mal à venir se muscler et se positionner au palais. Donc, là aussi, à nous d'agir. Du coup, il faut arrêter de croire qu'on a le temps. C'est vraiment un truc que je veux que vous reteniez. Vous l'avez vu, vous avez vu quand même que ça ne marchait pas, qu'il y avait un trou, qu'il y avait la douche de travers. Enfin, ne laissez pas partir votre patient, même si vous n'êtes pas tout à fait apte à le traiter. Au moins, vous l'avez vu, vous lui dites et vous lui dites qu'on n'est plus dans la normalité. Et d'ailleurs, on a le bilan bucco-dentaire des 3 ans qui est là pour ça. Ce bilan, il est national, il est là pour vérifier. Vous avez la case tout en bas de l'orthodontie. Hein. Est-ce que dès 3 ans, finalement, il n'y aurait pas besoin d'un traitement? Donc, à 3 ans, et moi je le présente comme ça, c'est un papier où je dois cocher s'il y a encore une succion ou pas en bouche. Donc, comme ça, le parent, il se sent aussi un petit peu pris au piège. Là, c'est en France, c'est national, c'est pas juste le dentiste qui a décidé ou juste les copains qui ont dit, ou il n'a pas lu un livre. Non, tout le monde à 3 ans doit arrêter de téter. Et c'est quand même plus que dit et redit. Donc, en effet, on a quand même une croissance qui est du coup déjà bien avancée et qui va se faire principalement entre 3 et 4 ans. Donc, à 5-6 ans, quand avant les gens se réveillaient, c'était déjà trop tard. 80% étaient déjà faits. Donc, oui, on va travailler, on va forcer pour récupérer un peu sur le peu qui nous reste. Donc là, encore une fois, non, ce n'est pas parce que papa, maman avaient des soucis au niveau dentaire, qu'on avait eu des gros traitements et que ça a plus ou moins bien marché, que du coup, l'enfant va en avoir. Là, on est sur un moment où on sait que c'est un problème de parafonction. On peut avoir déjà une part héritée, hein, mais très, très, très faible. Ça va être souvent les classes 2, où en effet, on a déjà un décalage et qu'on va plus ou moins, du coup, augmenter. Mais dans tous les cas, il ne faut pas téter. Enfin, on va créer encore plus, du coup, d'écart. Donc, quoi qu'il arrive, la parité, elle n'est pas franchement à prendre en compte à cet âge-là. Il y aura, du coup, une prédominance ou pas, et nous, on va l'aggraver ou pas. D'où l'idée que nous, on peut aussi prendre en charge le plus tôt possible. Donc, cet argument, il faut arrêter de dire qu'on attend, qu'on a le temps. Maintenant, attention. Moi, quand je me suis formée, au tout départ, je ne comptais pas le faire forcément au cabinet. Et j'envoyais, je faisais des jolis courriers en disant que j'avais vu un problème et qu'il était temps de faire quelque chose. Or, nos copains, les orthos, n'ont pas forcément toujours, le temps et l'espace dans leur cabinet pour traiter ces jeunes patients. Et du coup, attendent plus parce qu'ils n'ont pas le choix aussi. C'est que ils ont déjà énormément de traitements du coup à faire plus tard et des traitements pas toujours simples non plus. Donc, il ne faut pas leur en vouloir non plus, mais ce n'est pas quelque chose qui viendront prendre en charge. Souvent, ils vont du coup garder votre patient en rappel, donc régulièrement venir au cabinet une fois par an pour voir si ça va mieux. C'est tout ce qu'ils feront. Donc, c'est là aussi l'idée du coup qui a fait que je me suis formée là aussi parce que moi, je ne pouvais pas attendre. Dans mon exercice, j'en avais beaucoup trop et ça me perturbait. Et puis, de fil en aiguille, je me suis aussi formée en nutrition et autres. Et vous allez voir que on revient toujours à l'idée de la fonction et tout se recouper. Donc, du coup, je me suis réveillée, je me suis formée et en fait, je me suis rendu compte que ça fait bien longtemps qu'on devrait tous l'être.
être un petit peu plus ouvert finalement justement à d'autres versions de la médecine, comme finalement la nutrition. Et on le sait quand c'est notre rôle, et ce bilan des 3 ans, je le répète, est là encore une fois pour appuyer dessus. On doit pouvoir expliquer aux parents quand il y a un souci, quand au-delà de la normalité, ils vont trop loin. Ils vont trop loin et que ça va nous mettre en danger pour la mastication, même s'il n'y a pas de carie, même si finalement notre rôle de soin n'est pas sur les dents, mais sur finalement sa croissance globale. Et on doit au moins dépister et diagnostiquer. Voilà, ça c'est hyper important et vous verrez qu'aujourd'hui, vous allez en voir, revoir. Dès demain, ça va un peu vous titiller. Si vous avez aussi des jeunes enfants, vous verrez que la sortie d'école, c'est pas mal aussi pour se faire mal aux yeux. Ça va vous sauter aux yeux. Dans mes amis, moi, je traumatise tout le monde, mais tout le monde vient me remercier aussi derrière en disant maintenant, on voit les copains et on leur dit oui, parfois, c'est dur à entendre qu'à 3 ans, ce n'est pas normal et que c'est plus un bébé. Il faut aussi en prendre conscience. C'est toujours aussi un peu compliqué en tant que parent. Et vous allez voir qu'on a des moyens de les accompagner parce que c'est bien de montrer du doigt, mais il ne faut pas les lâcher. Ils ont parfois essayé et n'ont pas réussi. Il faut aussi comprendre ça. Les parents sont un peu démunis face à ce problème aussi. C'est la facilité, certes, mais ce n'est pas toujours simple aussi de s'y atteler. Les crises, les pleurs, on n'a pas toujours envie le soir en rentrant de s'y attaquer. Donc, du coup, un enfant de base, quand même, né rétrograde pour tous. Quoi qu'il arrive, il a, quand il sort, un menton très, en arrière. Et c'est par la stimulation qu'on va venir chercher, finalement, à ce que nos arcades viennent se rapprocher l'une de l'autre pour que plus tard arrivent les dents. Donc, en effet, quelqu'un qui allaite va créer une stimulation qui est bien plus importante dès le départ. Ça, c'est vrai sur le départ. On ne s'inquiète pas. Un enfant qui est du coup nourri au biberon pour X raisons trouvera par la suite cette stimulation. Mais il est vrai que l'allaitement crée une meilleure stimulation à la base. Une fois que les incisives, donc, du coup, arrivent, on se retrouve, donc, du coup, ça aussi, l'ordre est un peu aléatoire, mais à peu près avec des dents l'une en face de l'autre, la proprioception se déclenche. C'est là où, du coup, on va pouvoir commencer à chercher les aliments et c'est là où la diversification devient intéressante. Ils ont envie, ils viennent chercher et les sensations commencent. Attention, donc, du coup, aussi à l'idée que si on est toujours en position rétrograde, on a souvent des enfants qui ont du mal à lancer cette diversification, quelle que soit la technique. Et en effet, souvent, on se rend compte que c'est aussi parce qu'il y a encore beaucoup trop de succion. Cercle vicieux, parce que comme du coup, il ne mange pas beaucoup, on veut lui donner encore beaucoup de lait et on n'avance pas. Donc, pensez bien quand même que c'est par la stimulation qu'on vient chercher nos incisives et que c'est ces incisives qui vont nous permettre après de déclencher le reste. Donc, à nous quand même de chercher ça, c'est-à-dire de chercher cette étape. Pareil dans la diversification, souvent on parle de mois pour commencer la diversification, on dit aux alentours des 4 à 6 mois. En fait, c'est souvent votre petit et on s'en rend compte sur les grandes familles. Sur le 2e ou le 3e, il va commencer à manger beaucoup plus tôt, il a envie, il est stimulé. Et souvent, nous, on lâche prise aussi. On est moins, on va dire, à suivre ce qu'on nous recommande. Et on se rend compte que ça marche très bien. Et en effet, si l'enfant est demandeur, c'est que très souvent, il a commencé à mettre en bouche parce qu'il sent ce contact. Et au niveau neurosensoriel, ça a déclenché une envie. Et ce n'est pas forcément pour le moment nutritif, mais il en a envie, il en a besoin. Donc, en effet, un enfant allaité par rapport à l'enfant du coup au biberon ne positionnera pas du tout sa mandibule et donc sa langue de la même manière. Un enfant qui allaite lappe, il vient prendre en effet, et on le sait, il vient englober le sein pour venir du coup absorber un maximum et la langue pratiquement de son corps entier vient lapper. Alors qu'au biberon, on est sur quelque chose d'un petit peu plus facile où du coup simplement le bout de la langue est en train de stimuler la tétine. C'est pour ça aussi que les enfants allaités, pour X raison, si on commence le biberon, très souvent, après, on a du mal à les remettre au sein parce que ça demande un effort et qu'ils étaient bien habitués au facile. Donc, l'idée, c'est qu'en effet, on est rétrograde. D'une manière ou d'une autre, ça prendra un peu plus de temps. On va venir chercher ce contact à l'arrivée des incisives et nous, on va pouvoir après manger.
Ce qui veut dire aussi qu'on développe après cette envie de manger de plus en plus dur, bien sûr, avec l'arrivée aussi des molaires. Ces molaires arrivent de manière un peu plus, par contre, euh, chronologique, donc souvent en bas puis en haut. C'est jamais très facile, les premières molaires. Et donc, du coup, là, ça va être vraiment l'idée que maintenant qu'on s'est pincé, on va venir commencer à établir une hauteur verticale. On va venir établir finalement le début de notre occlusion. C'est ces molaires qui vont laisser la place pour le reste. Donc, ça va être une deuxième étape clé. Au niveau du coup de l'apparition des dents, ce qui est important aussi, c'est de dire que plus il y a de dents, plus la langue aussi doit rentrer dans cette boîte finalement qui va être créée par les dents. Cette boîte, elle va évoluer, bien sûr, mais au départ, on est quand même un peu, pas trop de dents, donc peu de limites, la dent vers l'avant, complètement propulsée, qui pousse les lèvres, l'allaitement ou le biberon crée cette langue molle. Et plus on va avoir de dents, plus on va mâcher, plus il faut rentrer cette dent pour chercher les contacts dentaires, donc elle se retrouve au palais. On passe donc d'une succion à la mastication et donc d'une déglutition dite infantile, langue vers l'avant, à une déglutition qui vient propulser les aliments, donc se coller au palais pour après du coup permettre cette fois-ci du coup la déglutition et donc la digestion. On n'est plus du tout sur le même type du coup d'alimentation. C'est le moment où en effet, plus il y a de dents, plus on met des morceaux et plus le bibi est censé aussi diminuer. On dit très souvent, et moi je le dis et redis, que ça soit le bibi ou l'allaitement, ça doit s'arrêter à peu près en même temps. Donc pour les super mamans, les warriors, vers 1 an et demi, 2 ans, on arrête. On a toutes nos dents. C'est donc du coup l'arrivée même des deuxièmes molaires. On mâche. Après, on va trouver un autre rôle finalement à l'allaitement. C'est souvent le doudou, c'est encore le confort. En effet, c'est des enfants souvent qui n'ont pas la tétine. C'est autre chose. Mais il faut comprendre qu'en termes d'alimentation, à un moment où on a toutes nos dents, on doit mâcher. La nature nous a fait comme ça. On a de quoi faire, on fait. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à rappeler que le bibi est une façon de nourrir notre enfant. Au bout d'un moment, il n'a plus besoin de ça. Si vous posez la question à un enfant d'1 an, 1 an et demi, où il en est, à part des cas très particuliers, et c'est vrai qu'il existe des dyspraxies orales particulières à gérer, mais un enfant a à peu près du coup quelques protéines dans la journée, a quelques du coup légumes, même si les goûts varient. On a les apports ferriques, on a du coup même le calcium. On sait que ça ne vient pas que du lait, il faut arrêter avec ce lait. Donc oui, jusqu'à 1 an, c'est essentiel la forme liquide, mais après, il faut faire fonctionner notre bouche. Et notre bouche, c'est donc nos dents. Et les dents de lait donc, ont un rôle essentiel. Il ne faut pas dénigrer ces dents de lait. C'est fini de croire que ce n'est pas grave, ça tombe, donc on verra après. Elle a cette denture temporaire un rôle déjà de mastication, on l'a vu, mise en place de l'alimentation, du goût, du coup. C'est aussi une mise en place de l'occlusion qui est même, si elle est temporaire, va être vraiment une vraie matrice pour la suite. Donc, si elle est déjà un peu bancale, on ne pourra pas avoir une bouche qui se construit normalement par la suite. C'est aussi le moment où on crée notre dimension verticale. Donc, c'est là aussi où on va voir s'il y a des déviations osseuses. Sur les formations, je ne sais pas si on en a mis ce soir, mais quand il sourit, même à 2-3 ans, on voit bien s'il y a un côté qui s'est plus vite développé que l'autre. Et il est temps d'agir parce qu'à 2-3 ans, on est en pleine croissance. Donc, avec les ostéos, avec nos kinés, on a plein de solutions à mettre en place. Mais c'est par le sourire, par vos dents, par votre plan occlusal, même s'il est rudimentaire et plat. On va voir que par rapport à nos papilles, par nos pupilles, on a un petit souci. Donc, c'est hyper important quand même de suivre l'arrivée de ces dents. Et il ne faut pas négliger cette étape et se dire aussi que on n'a pas trop le temps parce que souvent, vous les rencontrez quand même. Bon, moi, j'ai la chance de les rencontrer parfois plus tôt, mais au cabinet, ça reste rare en omnipratique. Le papier fait que quand même, là, il y a un rappel. Donc, 3 ans, on est pile sur le moment charnière. Si on met trop de temps, après, c'est mort. Dès 5 ans, c'est bon, c'est fini. Après, arriver des dents de 6 ans et puis on partira sur du classique. C'est bien aussi de le dire comme ça aux parents, c'est-à-dire que là, on est sur un moment où on peut encore agir. S'il vous faut encore plus de temps parce que vous estimez,
Ok, mais du coup, vous savez qu'on sera sur d'autres traitements plus tard et pas forcément du coup plus facile à vivre et souvent même peut-être plus onéreux. Mais au moins, on a fait passer un message à 3 ans. Au niveau donc du coup de l'éducation fonctionnelle, on part quand même sur l'idée qu'il y a une part génétique dans la partie du coup du patient qui est face à nous, mais surtout une grosse part des stimuli qu'il a reçus, donc du coup finalement son environnement, et tout ça donne la personne qui est face à nous. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir une action sur du coup la part environnementale. Et du coup, il faut que j'arrête avec le du coup, pardon, et on va pouvoir agir sur nos fonctions. Donc, retrouver le plus vite possible une bonne fonction, la vue par la mastication, je vais y revenir, mais aussi la déglutition, on en a parlé un petit peu, mais surtout la ventilation, ça aussi, ça nous concerne. Un enfant qui est respirateur dit buccal n'aura pas une bonne croissance et plus on tarde à lui dire, plus il est marqué, plus c'est de la rééducation et c'est compliqué derrière de repasser, même à 7-8 ans, c'est trop tard. C'est trop tard, on a déjà un enfant qui est souvent voûté, les épaules en avant, la tête un peu comme ça, fatigué, la langue. Et après, on me dit, ah oui, elle est toujours un peu comme ça, je ne sais plus quoi faire. Je lui dis, oui, mais c'est trop tard. Voilà, on a passé le créneau. On va pouvoir essayer de récupérer un peu. Malheureusement, c'est aux alentours des 2 à 4 ans que vraiment on peut faire une différence. Et du coup, l'enfant va grandir mieux dans sa globalité. C'est là où c'est génial. On s'occupe de ça, mais on a des répercussions sur la posture générale. Et c'est pour ça aussi qu'il faut les accompagner. Alors du coup, l'idée, c'est qu'à la base, un enfant respire comme il peut. On dit qu'il est grosso modo plutôt buccal et qu'on va venir mettre le nasal aux alentours du coup des 2 ans et demi, 3 ans, suite à l'arrêt total de la succion. Notre bouche va pouvoir enfin se fermer et on va déclencher une respiration, donc sauf enrhumée, mais principale par le nez. Là aussi, un enfant qui allaite se retrouve tellement du coup collé au sein, complètement du coup plaqué. Hein, très souvent, les premières fois d'ailleurs, on ne sait même plus trop où ils sont. Et en fait, on se retrouve avec souvent une ou deux narines libres. Et pour le coup, ils stimulent beaucoup plus leur fosse qu'un enfant du coup au biberon. Là aussi, un autre souci, mais qui se rattrape sans problème tant qu'on est dans les âges, c'est que quand on est au bibi, en fait, on l'a vu, la langue ne vient pas fermer complètement la cavité. Donc, en fait, il respire et mange en même temps, d'où les bruits différents, d'où aussi souvent les gaz différents à cet âge-là et les reflux, parce qu'ils aspirent autant d'air finalement que de lait. Donc, c'est vraiment des différences. Nous, ce qu'on va vouloir chercher, c'est donc notre stimulation nasale, qui normalement, si on respire bien par le nez, se fait donc surtout par le milieu. Donc, en fait, on a une fosse centrale qui est bien plus large. C'est là où se trouvent nos terminaisons donc nerveuses. Plus on va venir stimuler ces terminaisons, plus on va du coup fonctionner et du coup élargir nos sinus. Un enfant qui est souvent cerné, creusé, donc souvent même à 2-3 ans, ça se voit bien, c'est un respirateur buccal parce qu'en fait, il n'a jamais stimulé cette partie-là. Hein. L'étage moyen du visage est complètement inutile. D'ailleurs, vous les retrouvez souvent en consultation avec plein de morphes tout autour des gueux et il vous dit « Ah ouais, non, mais il est toujours pris, il ne sait pas se moucher. » Parfois, à 6 ans, ils ne savent toujours pas se moucher parce qu'ils ne l'utilisent pas. Ils n'ont pas d'intérêt à venir nettoyer ce nez, ils ne s'en servent pas. Et sachez qu'en plus, il y a un deuxième intérêt, cet étage-là nous permet de refroidir notre cerveau. Hein, c'est là où, du coup, on va faire un vrai échange thermique pour pouvoir venir derrière et simplement, quand ça surchauffe, hein, refroidir, donc surtout pendant le sommeil, parce qu'on sait que le cerveau, pour le coup, ne dort pas. Et on a besoin de ce moment aussi pour venir refroidir. Les respirateurs buccaux auront tendance à tout le temps transpirer, avoir chaud, à s'agiter beaucoup dans le sommeil, à avoir un peu tendance, à baver certes parce que la bouche est ouverte, mais à jamais vouloir se couvrir, même quand il fait froid dehors. Vous mettez la couverture 2 secondes après à l'autre bout du lit. C'est vraiment important de comprendre que si on respire par la bouche, on ne va pas faire tous ces échanges thermiques, hein, réguler notre température. Donc, le surplus vient refroidir donc, notre cerveau et nous, on met à température ambiante pour que ça rentre dans notre corps.
Si on ne le fait pas comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on prend une telle différence de température que c'est la chaudière qui surchauffe d'un coup pour venir tempérer, et d'où l'effet thermique des enfants respirateurs buccaux. C'est hyper important et on voit de plus en plus toutes les conséquences autres que la bouche finalement, hein. C'est important ça. Et c'est des tout petits, donc c'est aussi une perte de chance pour la suite de l'observer, de ne rien dire. Voilà une belle image d'un enfant qui dort. Souvent, on va vous dire, ah ouais, non, moi, il dort bien. Non, là, il dort pas bien. Et un enfant qui est comme ça, il dort ni profondément, ni bien. Parce que du coup, ce sont des enfants qui, comme ils respirent énormément par la bouche, la sèche. Et on va se retrouver donc souvent déjà avec une haleine pas terrible le matin, un peu l'écume ou la bavouille. Ce sont des enfants souvent agités pendant la nuit parce que finalement, ils ne vont jamais dans les sommeils dits profonds. Ils restent dans le paradoxal énormément. C'est là où souvent on se pose la question maintenant des tests du sommeil. Et c'est en effet pas inintéressant. C'est pas parce qu'il a l'air de bien dormir, parce qu'on a l'impression que c'est ça, bien dormir, qu'il va bien. Il peut avoir des répercussions. Donc, du coup, on l'a dit, par la suite aussi sur son comportement. Parce que finalement, un enfant qui respire mal va avoir, on l'a dit, un visage marqué. Donc voilà, typiquement un beau visage adénoïdien, hein. Du coup, croissance complètement vers le bas. Toujours, du coup, complètement bouche ouverte, le menton tombant, les cernes, le nez pincé avec de grosses narines mais qui ne servent à rien. Parfois, un peu, ses yeux en amande, ils ne sont plus du tout équilibrés, ils sont un petit peu penchés. On vous l'a fait tout à l'heure, la belle démonstration. En fait, ils cherchent l'air, hein, ils cherchent à dégager ici et pas à utiliser leur thorax. Donc, ils sont obligés de dégager cette partie-là. Et les épaules se retrouvent aussi complètement cambrées. C'est derrière, après, hein, au niveau dorsal, qu'on peut retrouver des soucis. Donc, ce n'est pas générationnel non plus d'être vautré, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de soucis sur cette nouvelle génération. Et on retrouve de plus en plus, du coup, de faciès adénoïdiens. L'ORL, du coup, doit être un peu votre meilleur ami. Alors, là aussi, il y a des écoles, comme pour l'orthodontie, comme pour tout. Il y en aura des ventiloconscients ou non. Il y en aura toujours qui vous diront aussi qu'on a le temps. Ça se construit, un carnet d'adresses. Moi, je suis beaucoup allée voir les ORL travailler. J'en ai eu encore besoin pour moi cet été. C'est quelque chose quand même qui n'est pas simple pour eux parce qu'on ne leur apprend pas à intervenir si jeune. Et il y a eu aussi beaucoup de recommandations qui sont arrivées avec maintenant un taux d'angine, un taux de... ils ont des cases à cocher qui font qu'on n'intervient plus facilement par rapport à nos générations à nous. C'est vrai qu'il faut en prendre compte, mais il faut aussi argumenter de notre côté en disant, mais moi, je l'ai vu, moi, je ne peux pas appareiller derrière. Je ne peux pas attendre parce qu'à 6-9 ans, ça sera trop tard. Il aura déjà ce visage marqué. Et c'est dommage. Donc, souvent, ils vont quand même, pour ceux en tout cas, qui sont intéressés par ça, vous dire, OK, mais on va passer par une phase médicamenteuse. Et si on voit que ça ne suffit pas, donc ils peuvent mettre une petite année à prendre la décision, on fera ou pas. Donc, moi, je fais un courrier. Parfois, je fais une photo pour expliquer pourquoi et j'entoure un peu comme... je suis un peu bisounoursin. Moi, je travaille avec les enfants, donc je fais des dessins, j'entoure, même pour mes confrères, la bouche ouverte, j'explique les syndromes, les symptômes que j'ai pu voir la nuit, que les parents m'ont relaté, que j'ai vu au cabinet, pourquoi ça m'intéresse. Bon, il y a un courrier au final hein, qui est déjà presque tout fait et j'enlève si ça ne correspond pas, mais il faut pouvoir un peu étayer ça et ils sont les premiers après à se dire OK, on va agir. Et puis très souvent dans le carnet de santé, parce que ça aussi c'est notre meilleur ami à cet âge-là, hein, on observe plusieurs bronchites, laryngite. Ah oui, c'est la crèche. Alors oui, c'est la crèche. On fait notre système immunitaire à la crèche ou en scolarité ou plus tard, mais il y a quand même à éviter les abus. C'est-à-dire que 1, 2, 3 premiers hivers compliqués, OK. 3 ans d'hiver compliqués, non. C'est pas normal. D'accord? Et encore une fois, plus on attend, plus aussi le corps s'est habitué à ça. Donc, ça sera plus de rééducation derrière, hein, que ça soit lingual, respiratoire. Du coup, il faut quand même en prendre vraiment conscience. On a un rôle là-dedans. Ces enfants-là peuvent après avoir des soucis généraux, hein, donc on l'a vu sur le visage, sur la posture,
Du coup, aussi au niveau de l'éducation physique, hein, c'est les enfants qui peuvent avoir du mal à faire du sport pour la respiration. Il y a toujours un peu trop de fatigue. C'est des enfants qui tombent le soir quand ils rentrent, ou à l'inverse, un hyper-énervement et puis d'un seul coup, tout s'éteint. Ils se mettent dans le rouge, en fait. Hein. Ils ne savent pas gérer du coup leur énergie et ils ne récupèrent pas suffisamment bien aussi la nuit. Et ça fait boule, du coup, les journées s'accumulent jusqu'aux vacances où là, d'un seul coup, tout redescend. Et à tout âge, je le répète, à tout âge, c'est même si vous l'observez sur du 12-13 ans, c'est pas à ce moment-là qu'on va être au mieux pour rééduquer, mais par contre, il faut leur dire qu'il y a quand même une part où on peut encore voir l'ORL, on peut encore rééduquer et on pourra trouver un peu des solutions. D'ailleurs, très souvent, les parents me disent, mais alors moi aussi, bah oui, vous aussi, faites-le à chaque âge. Hein. Amygdale végétation, moi, ça a été fait très jeune et je viens de refaire les cloisons cet été parce que le FFP2, il me l'a bien fait comprendre qu'il y avait un souci. Hein. Donc, parfois, on ne s'écoute pas. Et parfois, même nous-mêmes, on passait à côté en disant ce n'était pas si grave, j'arrive quand même à dormir, j'ai mal au cervical, ça doit être le cabinet, etc. Ben non, en fait, moi aussi, hein, il fallait que j'y retourne et c'est bien mieux maintenant. Donc, cette langue, deuxième fonction, la déglutition, on l'a vu, elle a un rôle, hein, elle a un rôle donc elle a en digestion déjà, en lapant, en venant rapporter ces aliments au palais pour pouvoir après les expulser dans un deuxième temps et pouvoir les avaler. Ça descendra après dans notre système du coup digestif. C'est hyper important de comprendre qu'en effet, il y a une partie motrice, ça on l'a vu, il y a une côté aussi sensorielle et il y a aussi une côté donc de la croissance. Il y a un rôle énorme parce que cette langue, à la base, c'est elle qui vient moduler sa boîte, donc nos dents. On a fini avec l'idée qu'on a des grosses langues ou des petites langues. Hein. Il y a eu la mode où on coupait les langues parce que c'était trop grosse. En fait, on s'est surtout rendu compte que si la langue vient bien se positionner tôt au palais, elle donne sa forme du coup et va ouvrir cette boîte, l'arrondir, hein, parce que de base, on est un petit peu en U et puis on va venir l'arrondir en haut pour venir trouver sa place, se positionner à chaque déglutition. On vient appuyer, on vient du coup la ranger. C'est sûr qu'une langue qui du coup met trop de temps à venir en haut, elle ne trouvera plus sa place. L'occlusion s'est formée et on a beau essayer de faire de l'orthophonie ou de rééduquer, c'est mort. Il faudra aussi attendre là aussi sur l'orthophoniste. C'est en effet dans notre arsenal un élément hyper important, mais ça vient après l'ORL, ça vient après l'ortho et ça vient, voilà, si on a encore besoin. Parce que naturellement, en ouvrant la boîte, très souvent, la langue se repositionne, surtout à cet âge-là. Mais si on tarde, c'est sûr que c'est toujours plus difficile, l'habitude est plus ancrée et c'est toujours, encore une fois, plus long. Donc, je ne suis pas du tout contre les orthophonistes, pardon. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est difficile à trouver. Donc, on n'a pas toujours la chance de travailler avec eux, en tout cas sur ces cas-là. Mais ça peut être une vraie solution, mais au bon moment. Fatiguer un enfant trop tôt aussi à faire des exercices qu'il ne peut pas faire parce que simplement la bouche n'est pas prête à accueillir la langue ou ne peut pas respirer, donc ne peut pas aller lécher son palais tant qu'il ne respire pas par son nez. Enfin, stop, au bout d'un moment, on arrête parce que du coup, on va, comme je dis, fatiguer. Il n'aura plus du tout envie de venir faire les exercices. On n'en voit pas les résultats. Les parents en ont marre. Et quand nous, on en aura besoin plus tard, parfois même à 12-13 ans, l'orthophonie, ça va, j'ai fait, ça n'a pas marché, c'est moins crédible aussi. Donc, oui, chaque chose en son temps. Et là, pour le moment, donc notre langue, ce qu'on veut, c'est qu'elle aille bien du coup au palais. Et c'est vraiment entre 2 et 3 ans que cette déglutition, en fonction des stimulations et en effet de la nutrition mise en place, qu'elle va venir, bouche fermée, langue du coup au palais, pousser nos aliments. Et ça, on le fait plein de fois dans notre journée. C'est comme si vous faisiez la rééducation toute la journée. Et c'est ça qui pousse sur notre os qui est complètement malléable à cet âge-là et qui vient, donc je le répète, arrondir. Là, on voit vraiment la différence entre finalement un enfant qui tète, hein, qui a cette langue qui vient même à la limite des lèvres, hein, chercher finalement le lait pour le ramener et qui n'a pas de dents, qui n'a pas cette finalement limite, hein, antérieure. Et du coup, un enfant
qui, à l'inverse, vient taper sur ses incisives pour déglutir ou pour manger ou pour faire les sons aussi, parce qu'un enfant qui a besoin, du coup, de développer son langage, hein, on le sait, hein, entre 1 an et demi et 3 ans, c'est là où tout se construit, et ben, c'est sûr que ça ne peut pas bien marcher si on a une langue molle et qui ne trouve pas, du coup, de solution. Les sons sont mal définis. Souvent, les parents vont vous dire, il n'y a que moi qui le comprends. Ouais, ben, ça va poser problème à un moment ou à un autre. Les retards de langage aussi, ça arrive. Ça arrive par la stimulation, certes, hein, parfois il y a des enfants qui n'ont pas envie de parler tout de suite. Il y a des enfants aussi qui n'entendent pas bien, donc encore l'ORL. Et il y a aussi des enfants qui simplement ne peuvent pas bien parler parce qu'ils ont une occlusion qui ne fonctionne pas. C'est un élément essentiel dans la phonation. Selon que ce soit des voyelles ou des consonnes, on ne positionne pas nos langues sur nos dents de la même manière. C'est essentiel. Donc, tout trouble de la déglutition, là aussi, on l'a vu, hein, une interposition qui va rester. Souvent, du coup, cette lèvre qui va être de plus en plus gercée vers l'avant, qui peut même après, du coup, quand on n'a pas la langue, venir comme je, s'interposer entre nos incisives. On peut créer finalement vraiment un souci par la suite dentaire, hein, avec cette bouche qui aura du mal à fonctionner, on l'a dit, mais aussi du mal à se positionner. On n'est plus du tout en classe du coup 2. Enfin, on va avoir soit des enfants qui ont tellement de tétés, ça arrive beaucoup sur les tétines. Ils ont tellement propulsé que le bas a grandi pas le haut. On peut avoir, on l'a dit, hein, des classes 2, des rétrognâtres plus ou moins héredités qui sont encore plus parce que du coup, ils n'ont pas sollicité de la même manière, plutôt vers le bas, donc ça n'a pas arrangé la même chose. C'est très important de comprendre que dans tous les cas, nous, et je ne suis pas une grande spécialiste de l'ortho et je m'en fous parce que ça n'est pas mon exercice au quotidien, mais par contre, ce que je veux, c'est que ça marche. Et avec des choses simples, on doit juste se rendre compte si on mâche, si ça marche, il peut manger des aliments. Et dans votre questionnaire médical, enfin moi en tout cas, il y a une question qui est très simple, c'est est-ce qu'il mange rapidement ou lentement, ou normal, mais c'est assez rare. Et est-ce qu'il fait la différence entre le dur et le mou? Typiquement, est-ce qu'il préfère le sandwich avec le pain de mie sans croûte ou est-ce qu'il veut du coup son petit pain baguette comme on pouvait connaître? Et bien là, vous allez vite vous rendre compte que aussi, ça vous indique que l'enfant, il ne veut pas mâcher. Il est encore au steak haché parfois à 6-7 ans parce qu'il ne veut pas le steak qui demande trop d'efforts. Il y a les enfants qui le recrachent d'ailleurs. Bon. Et après, je te donne le morceau parce qu'il est trop gros. Ce n'est pas qu'il est forcément trop gros, c'est qu'au bout d'un moment, à force de passer à droite, à gauche, de ne pas forcément arriver à en faire un truc, je le recrache. On ne va pas s'étouffer avec. Donc, naturellement, on le ressort. Puis, j'aime pas. J'aime pas, c'est pas que j'aime pas en vrai, c'est que c'est pas un plaisir de manger ce truc-là. C'est quand même compliqué pour moi. Donc, au fur et à mesure, j'élague un peu et je reste sur du plus simple. Et je me facilite la vie, des petites coquillettes, de la purée. On aime bien la purée, les petits knackis aussi. Tous les biscuits industriels aussi qu'on a l'impression qu'ils sont bien, bien durs. En fait, une fois qu'on les met dans la bouche, ça devient tout mou. Souvenez-vous des petits lus, des choses comme ça, qui même s'ils paraissent gâteaux secs, une fois qu'on met dans la bouche, ça se colle au palais, c'est un peu bizarre, ça se colle bien aussi entre les dents, c'est sympa pour les caries au passage, mais c'est pas terrible, c'est pas ça qui croque. Ils ont plus du tout l'habitude, d'une alimentation que nous on a pu connaître naturellement parce que nos parents se posaient pas autant de questions aussi. On mangeait plus vite cuisiné, ils faisaient pas autant de différence que nous on fait pour nos enfants. Au bout d'un moment, il fallait manger comme eux, il ne fallait pas prendre plus de temps que ça. On a maintenant, il y a un peu la mode de la DME maintenant, mais des diversifications plus longues que ce que faisaient nos parents, donc on met plus de temps à arriver au morceau. Puis on a aussi l'idée que maintenant, hommes et femmes, on travaille, donc il faut simplifier la vie, les goûters préparés, faciles. C'est l'industriel, c'est du sucré et c'est souvent malheureusement du mou. Là, c'est assez rigolo quand vous en parlez d'ailleurs avec les parents. Ils vous disent « Ah oui, mais en plus, c'est simple. » Ben oui, en fait, c'est simple. Un morceau de pain, 4 carrés de chocolat, ça ne périme pas et on l'a tous eu dans notre papier d'alu. On évitera le papier d'alu maintenant, mais on peut très bien le faire sur ces générations-là. Une compote, ben oui, pourquoi pas. Et puis de temps en temps, mais un vrai fruit, on n'est pas toujours obligé de la compote. C'est des choses très faciles, les amandes, des choses qui ne coûtent pas forcément très cher en plus.
Mais c'est sûr qu'il faut sortir un peu de ce qu'on connaît et de ce qu'on voit un peu partout aussi, parce que entre-temps, on a quand même beaucoup de pubs pour nous inviter à acheter ce genre de choses. Donc, la mastication reste quand même le but de notre traitement, hein, en tout cas de notre vision. Et donc, ce moteur, il est à rechercher. On a eu la phase de succion, on a eu la phase de préhension avec les incisives qui cherchent du coup cette action-là, donc complètement sagittale. Et on va avoir aussi après donc la mise en place des molaires. Les molaires, elles vont aussi avoir un rôle. Donc, côté par côté, on va venir stimuler l'un après l'autre. On dit qu'il y a un côté travaillant et un côté balançant dans ces cas-là. Et là, on va venir à chaque fois aussi travailler nos croissances. Donc, plus un enfant va aller chercher à faire du droite-gauche, plus on va aller travailler. Or, problème, les enfants qui ont les béances ou des soucis occlusales, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout au milieu et ils mangent en axial. Et on verra si la langue un peu balance, mais ils ne font plus du tout ce mouvement de mastication unilatérale alternée. Ils en voient un peu où ça peut aller parce que ça ne marche pas partout pareil. Or, c'est ça aussi qui fait qu'on stimule notre dent, notre système du coup nerveux dentaire, mais aussi nos systèmes du coup parodontaux. Et on le sait, c'est par ces stimulations-là, par nos bourgeons, on pourra en voir un peu plus, qu'on va créer de la croissance. Donc, cette fois-ci transversale, c'est hyper important d'aller stimuler aussi bien à droite qu'à gauche. Sinon, encore une fois, on peut se créer des déséquilibres bien marqués. Là aussi, tout roule, donc on va plus loin. Problème digestif, problème d'étouffement, il faut en être conscient et c'est souvent aussi à dire aux parents. Continuer et puis plus il va créer un écart entre la réalité, donc ne plus arrêter, ne plus téter à un âge précis et continuer, va créer aussi un souci, c'est que lui, à son âge, il voit les copains qui mangent ça, 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 il va vouloir manger. Or, en fait, il a la bouche d'un enfant qui tète, qui est d'un an et demi à maximum 3 ans. Et à 1 an et demi, 3 ans, mange peut-être pas les mêmes choses qu'en effet un enfant plus tard. Donc, le poulet, les cuisses de poulet, etc., que parfois les enfants aiment bien, lui, s'il a une béance, il peut y passer 2 heures, il ne coupera pas. Enfin, il lui manque quand même un petit truc. L'idée du ciseau, c'est quand même à bien expliquer, c'est essentiel. Déchirer nos canines, pareil, il faut bien qu'elles fonctionnent. Si elles sont en face à face et qu'elles ne se touchent pas, le sandwich, il n'y arrivera pas. Après, un enfant qui a envie, il y arrive toujours, donc il va aller toujours plus loin et aller chercher les molaires, coincer, tirer, et le morceau est tellement gros qu'il finit par l'avaler et on est en effet sur un risque d'étouffement. Ça arrive et ça arrive à tout âge. Moi, malheureusement, j'ai un patient comme ça de 9 ans, donc pas jeune, à qui on a quand même plusieurs fois insisté sur l'arrêt de la tétine, parce que oui, à 9 ans, il y a encore des tétines, et qui, du coup, n'écoutaient pas. Et les parents ont eu ce rappel à l'ordre. On sort bien, mais un gros risque d'étouffement, ça a fini aux urgences, parce que, encore une fois, à 9 ans, il ne va pas se poser la question de qu'est-ce qu'il a le droit de manger ou pas, mais à la fois, est-ce qu'il avait le droit de la tétine ou pas. Donc, il faut être cohérent. Et là aussi, de dire aux parents, écoutez, tant qu'il y a la tétine, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça. Ils vont se dire, ah ouais, ça commence à être un peu relou. Et on va peut-être faire des efforts pour tout le monde, parce que lui aussi veut manger des choses comme son frère, comme papa, comme maman, et ça peut être aussi un moteur. Donc, plus on va libérer finalement, encore une fois, ce potentiel de mastication, de respiration, de déglutition, c'est un ensemble, plus l'enfant va pouvoir grandir dans de bonnes conditions. Et vous avez cette chance, c'est de pouvoir l'observer. Votre rôle ne s'arrête pas juste au trou dans les dents, même si en effet c'est très important aussi en parallèle. Ça peut dévier aussi la mastication et ça peut dévier aussi du coup la digestion, mais aujourd'hui, on est là pour parler un peu plus large et en effet, qu'est-ce que c'est qu'une occlusion du coup dysfonctionnelle? Alors, chez les tout petits, on va rester sur le, on va dire, 2-6. Le plus fréquent, ça reste quand même l'articulé croisé. En fait, ça, très souvent, c'est tétine d'un côté. Et ouais, on est droitier et on vient coller, donc du coup, la tétine toujours du même côté. Ce sont les enfants où vous verrez toujours la tétine sur le côté. Un peu comme ceux qu'ils faisaient avant avec la cigarette. Et voilà, ils viennent toujours jouer parce qu'on est au-delà finalement de l'âge et ce n'est plus un besoin de succion,
mais via un jeu. Et on vient du coup jouer et chercher nos contacts. Et on a toujours un côté plus intéressant que l'autre. Il a tellement du coup joué qu'il a propulsé plus d'un côté que de l'autre. Les béances, ça, on en est conscient, hein, avec nos canines bien pointues, hein, avec les petites canines de vampires. Et surtout des anomalies aussi pour la suite, c'est-à-dire le pire qui m'arrive, et aujourd'hui j'en ai encore eu 4, c'est les chocs. Un enfant qui ne ferme pas bien va être plus sujet au trauma et vous appelle en urgence parce que lui, c'est bien éclaté. Il ne s'est pas juste tombé avec un petit peu la lèvre rouge. Non, lui, il a l'incisive cassée comme ça, la lèvre qui est bien coupée. Ben oui, mais parce que lui, il a la bouche ouverte, qu'il respire par la bouche quand il court et que quand il tend, les dents, au lieu de s'engrainer, chopent la lèvre ou en tout cas le goudron. Et aujourd'hui, encore une fois, ça a été le plus compliqué dans ma journée, c'est de caser ces jeunes enfants. Ils sont en panique. Il ne faut pas les laisser en disant c'est pas grave, c'est des dents de lait. Il faut couvrir avec le certificat initial. Il faut prendre du temps pour expliquer aux parents. Et malheureusement, c'est souvent là aussi où je dis qu'est-ce qu'il y a dans la bouche? Parce que c'est parfois aussi des patients qui ne sont pas déjà du cabinet et c'est comme ça que finalement on les rencontre aussi. Ah oui, vous pensez? Non, je ne pense pas. Là, on l'a bien vu. On l'a bien vu, il est tombé, c'est fracassé. Et à chaque fois qu'il tombera, ça ne passera pas à côté parce que les dents sont découvertes. Donc, vraiment, l'intérêt, il est là aussi. C'est dans votre cabinet, vous avez le BVD, vous avez les chutes, vous avez plein d'éléments qui vont vous faire penser maintenant qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Et très peu, finalement, de nos patients vont bien. À cet âge-là, c'est très rare. Et il y a une part sociale énorme parce que maintenant, les parents sont très réseaux sociaux. Ah oui, mais moi, j'ai vu que telle tétine, c'était mieux, etc. Ah oui, c'est sûrement peut-être mieux, mais c'est toujours une tétine. Ah oui, mais moi, dans les copains, ils ont tous le biberon, alors pourquoi moi, je vais arrêter? Ah ben, c'est sûr que si on est comme ça, moi, j'aime bien expliquer que dans ces cas-là, on peut tous faire des conneries et on va tous être super intelligents. Au bout d'un moment, il faut arrêter ce cercle et c'est pas si simple. Parce qu'encore une fois, on est sur maintenant des jeunes parents qui essayent de faire au mieux, mais qui sont aussi fatigués de leur journée. Et puis, c'est facile, hein, il ne faut pas oublier que la tétine, elle a été définie comme bouchon à cri, hein, par la personne qui l'a créée aux États-Unis. C'est un psychologue, et que c'était très utile. Et il y a un besoin de succion qu'on peut soulager à travers ça à certains âges. Mais après aussi, c'est nous soulager, nous. Et c'est aussi pour ça que les parents doivent prendre part au traitement parce que très souvent, que ce soit le bibi ou la tétine, c'est pratique pour eux. Parce que souvent, ils vous disent non, mais il n'est pas prêt, c'est un énorme besoin. Non, en fait, les parents ne sont pas prêts à travailler ça parce que ça les arrange bien aussi. Le bibi très tard, c'est parce que c'est très pratique d'aller prendre la douche et lui, il ne renverse pas. Hein. Enfin, son bibi sur le canapé, on est tranquille. C'est plein de choses. Et là aussi, je pourrais vous donner plus lors des formations, hein, mais il faut penser en fait large. C'est une vision. L'éducation fonctionnelle, c'est vraiment une façon de voir les choses différentes. Et quand on met le pied dedans, on a l'impression que même dans la rue, n'importe où, on voit que tout le monde respire mal. On a envie d'arrêter tout le monde à tout âge et de leur dire, mais il faut agir, il faut arrêter. Et encore plus sur un tout petit, c'est hyper intéressant parce que vous avez un vrai poids derrière. Donc, il y a un diagnostic. Et en effet, ce diagnostic, c'est déjà trouver le truc qu'ils mettent dans la bouche, parce qu'ils ne vous le disent pas toujours. Il y en a qui le mettent sans problème, mais il y en a d'autres qui ne vous le diront pas. Ça peut être divers et varié, hein, comme on le voit. Hein. Il y a des trucs parfois improbables. Il ne faut pas laisser un parent, quand on a réussi à lui faire cracher le morceau ou au petit ou par le questionnaire médical, il y a beaucoup trop de praticiens qui leur disent c'est pas bien. Mais il ne faut pas laisser le parent juste en disant c'est pas bien, sinon vous avez juste culpabilisé ou pas, ou voire braquer le parent contre vous. Il faut l'aider. Et c'est là où c'est important de savoir s'il y en a plusieurs, des mauvaises habitudes, si c'est que le pouce, est-ce que c'est lié au doudou. Il y aura tout un process pour déjà comprendre comment on en est là et comment, du coup, revenir sur l'idée que ça peut s'arrêter et individualiser finalement ce plan d'action. Moi, je prends toujours, et je le fais par écrit, même si grosso modo c'est redondant, mais devant le parent, on va choisir telle tétine, on va faire ci, vous me tenez au courant de telle étape, vous avez telle astuce. C'est bien d'accompagner le parent. Le parent doit du coup
être un aidant là-dedans, se rendre compte qu'il a quand même une part, hein, mais il doit aider son enfant, il ne doit pas du coup culpabiliser son enfant ou être non plus trop virulent, hein, ce n'est pas le but, hein, un enfant, ça reste un enfant, mais on doit l'accompagner avec un objectif et du coup aussi une meilleure santé derrière. Il faut qu'ils aient conscience qu'ils ont encore cette chance-là, ils peuvent agir. Donc, il faut travailler la volonté de l'enfant. Nous, on a plein de petites solutions, hein, l'hypnose ou simplement du conversationnel. Il y a plein de façons, même sans se former, d'arriver à aider nos jeunes patients. Et vous êtes là, du coup, comme un guide. Ne laissez jamais vos patients se prendre cette réflexion dans la figure et puis c'est tout. Après, on passe pour des moralisateurs et on n'accompagne pas. Ce n'est pas notre but. Une fois qu'on a géré en tout cas cette mauvaise habitude, hein, on pourra aussi rééduquer. Je ne mets plus cette chose dans la bouche, certes, mais comment maintenant je vais fonctionner. Donc, c'est la part de la rééducation. Et là aussi, l'idée, elle est très simple. Notre corps est bien fait. Si je connais un certain message, je renvoie une certaine réponse. Ben, si nous, on apprend une nouvelle façon de faire, un nouveau message, je vais avoir une meilleure réponse. C'est donc du coup, en imprimant finalement, hein, j'aime bien ce mot, une nouvelle façon de faire, qu'à force de la faire, eh ben, on y arrive. La trottinette, n'importe quelle chose que l'on apprend dans la vie, et donc tout enfant est capable de comprendre qu'avant il n'y arrivait pas et après il y arrive. Donc on ne désespère pas, on va lui apprendre la nouvelle façon de faire et tout ira bien. Donc par exemple, on va lui apprendre une fois que on ne met plus finalement notre tétine, à replacer notre langue au palais et tout ira bien. Voilà, ça prend du temps par contre, mais quand on a un bon message, on va récupérer du coup une bonne croissance, une bonne solution. Et à l'inverse, laisser trop longtemps le mauvais message en bouche fait aussi que la réponse, elle est définitive aussi. D'où l'idée, donc, du coup, que les dents de lait sont hyper intéressantes parce que c'est notre matrice pour la suite. Donc, c'est là qu'il faut agir, d'essayer de récupérer au maximum une bonne réponse. Tout acte est bon à prendre, rien que déjà d'aider à l'arrêt de la tétine, peut-être rien que d'avoir fait le courrier pour l'ORL. Vous avez déjà amorcé finalement une solution. C'est déjà de l'éducation fonctionnelle de le faire. Après, vous pouvez aller plus loin, les traiter un peu plus. Et dans tous les cas, l'orthodontiste qui récupérera derrière ou pas, il sera super content parce que vous avez enlevé tout le problème et lui, il n'a plus qu'à gérer la bouche, mais la langue, la respiration, c'est déjà acquis et le patient, il a déjà entendu ce message. Donc, vous facilitez énormément la suite. Même si, encore une fois, vous avez juste fait arrêter que la tétine et que vous ne mettez pas forcément des éducateurs en bouche et que vous n'allez pas les suivre pendant 3 ans pour voir si la bouche revient comme il faut. Mais vous avez déjà fait passer un message, donc c'est hyper important. La répétition de ce message, c'est par le système nerveux qu'on va pouvoir récupérer, je le répète, une bonne réponse et donc du coup une bonne croissance. Là aussi, aujourd'hui, c'est vraiment l'idée. Ce qui est important là aussi, c'est que même si on a enlevé la succion, hein, donc on se retrouve souvent avec des béances, par exemple, que l'on ferme, ben, souvent on va avoir un surplomb énorme. On va avoir des canines qui sont toujours pointues et ça ne fonctionne pas beaucoup mieux. Alors oui, il n'y a plus le trou, mais ils ne vont toujours pas en latéralité. Ça sera du coup notre deuxième phase hyper importante. Et ça, pareil, tout praticien peut le faire. C'est-à-dire que souvent, si on arrête la tétine et qu'il n'y a pas de problème respiratoire, la bouche, les dents sont bien faites, elles cherchent leur contact, elles vont venir se refermer naturellement. Comme la boîte se referme, la langue se rentre et vous verrez que d'elle-même, parfois en 3 mois, hein, on se retrouve avec une bouche fabuleuse. Mais toujours nos canines pointues. Et ben, tout praticien peut sortir un donut, hein, donc cette petite fraise trop rigolote, et qui va venir légèrement, finalement, casser nos pointes canines pour pouvoir après aussi libérer nos patients, parce que ça, par contre, la nature, elle est bien faite, mais elle est bien faite que si elle est stimulée. Donc là aussi, on repart sur l'idée de remettre du dur. Maintenant qu'il n'y a plus le trou, l'enfant peut mâcher des aliments plus durs, donc même valoriser ça, mettez 2 fois plus de carottes crues, mettez des choses à croquer régulièrement dans le goûter.
Et nous, on va venir du coup le libérer pour pouvoir l'aider, fonctionner. Donc parfois, donc simplement, je le répète, arrêt de la mauvaise habitude que vous avez aidé. Peut-être voir l'ORL pour vérifier que tout va bien. 3 mois après, on se retrouve dans cette situation, je viens faire mes canines. Ben, vous avez fait un traitement d'éducation fonctionnelle. Vous avez récupéré une mastication. Donc, vous avez permis du coup une croissance osseuse plus importante. On le voit dans le cas que je présente. Vous avez donc de plus en plus d'espace entre les dents parce qu'on stimule aussi bien nos centres nerveux et osseux à droite et à gauche. Donc, on aide à cette croissance-là. Et ce qui nous permettra du coup l'arrivée des dents d'adultes qui sont quand même beaucoup plus larges, surtout dans le secteur antérieur. Donc, c'est hyper important. Un enfant qui est justement une bouche plus ou moins bien fermée, en tout cas pas de béance ou de supra ou simplement d'inversé, se retrouve avec des dents très collées à 5 ans, il y a quand même un problème. Hein. Les dents d'adultes ne sortiront pas là où il faut. Donc ça aussi, c'est que souvent, ça ne mâchait pas. Rien que de mâcher. C'était un enfant qui a 3-4 ans, même si lui, il n'avait plus rien dans la bouche, il fallait lui apprendre à mâcher. Il aurait du coup un peu plus stimulé ses centres et créé un peu plus d'espace. Donc, un exercice très simple là aussi que vous pouvez tous faire dès demain, pour ceux qui travaillent demain, la semaine prochaine pour tout le monde en tout cas, c'est venir stimuler une fois à droite, une fois à gauche, de manière ludique. Donc, on dit souvent l'apéro, mais ça peut être en dessert. En tout cas, une petite bol de petites choses sympas comme les cressins, les carottes crues, les dés de fromage pour le dessert, les carrés de chocolat qu'on coupe voilà, un petit peu. Vous avez plein de choses que vous pouvez utiliser, en tout cas qui a du répondant hein, sous la dent. Et on va venir, une fois le poser sur la grosse dent tout au fond, on lui montre une fois au cabinet et tu crottes. Et puis après, tu viens poser avec ton doigt sur l'autre dent tout au fond. Hop, il me montre et tu crottes et on recommence. Et moi, je le fais. Alors, avant Covid, on avait une jolie boîte à cressins pour lui montrer. Après Covid, on imagine et ça marche très bien aussi. Imagine des chips ce soir. Une fois, tu viens la mettre là. Et ça, dès 2 ans, ils sont capables de vous le montrer. Vous lui faites avec votre doigt. Après, il le fait lui avec son doigt. Souvent, moi, je parle d'autre chose. On a compris l'exercice. Puis avant de partir, je lui dis, ce soir, tu vas manger comment? Eh bien, il me montre. Hein. Il a compris qu'on allait alterner. Et maintenant que du coup, on peut le faire, c'est super sympa. D'ailleurs, quand vous faites vos meulages, souvent l'enfant, avant de partir, se met à grincer des dents. En fait, il est juste trop content de pouvoir glisser ses dents de droite à gauche, un nouveau jeu. Et bien, c'est bien, il va venir stimuler. Donc, faites-le. Finalement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Moi, j'aime bien montrer aussi des images parce que parfois, on me dit « qu'est-ce que vous faites à ces dents ?» Non, la nature fait que normalement, à 3-4 ans, si vous regardez, les enfants n'ont plus de pointe canine. C'est mou, c'est des dents qui sont faites pour. On vient juste faire ce que la nature n'a pas eu le temps de faire et nous, on vient rattraper un peu notre retard pour pouvoir lui recréer de la croissance. Donc, valoriser ça avec des photos, des images en disant « regardez, c'est pas normal, ça bouge, mais nous, on va retrouver une normalité. » Et l'éducateur fonctionnel, parce que malgré tout, ça existe, peut compléter ce traitement. Et je dis bien peut, parce que vous avez compris qu'il y en a plein où je ne mets pas forcément d'éducateur. Il y en a qui suffisent d'accompagner. Hein. On est là pour lui rappeler qu'il faut arrêter, là pour lui rappeler maintenant qu'il faut aller voir l'ORL, là pour surveiller si ça s'est fermé tout seul. Et du coup, je l'accompagne sur la mastication. C'est fini. Mais d'autres, au bout de 3-4 mois d'arrêt, on a vu l'ORL. Parfois, on a fait un traitement. On sait qu'on va peut-être passer à l'opération ou pas. L'ORL nous dit, bon, ça y est, maintenant, c'est bon. Et moi, j'ai toujours une énorme, par exemple, béance ou un articulé inversé. C'est vraiment les 2 trucs les plus flagrants qu'on a le plus fréquemment et où vous aurez aussi le plus de résultats. C'est vraiment important aussi de se dire que grosso modo, le truc que ça fait partie des échecs qu'il faut accepter, mais où on aura le moins d'actions réelles, c'est la classe 2, hérédité. Ça, on aura beau faire plein de choses, on est obligé de venir après stimuler. Par contre, vous pouvez dès 4-5 ans quand même l'envoyer chez l'ortho. Parce que là, lui, il peut mettre des petites plaques, il peut mettre des vraies choses un peu plus lourdes, avec des vraies tractions, surtout nocturnes,
où il va venir ramener cette mandibule et éviter quand même la chire derrière. Donc, les classes 2, ça reste toujours particulier, c'est des traitements longs. On les voit, nous, on peut accompagner l'ORL, on peut accompagner le placement de langue, mais on sait que derrière, ce n'est pas un éducateur forcément fonctionnel qu'on mettra, on viendra le plus tôt possible rencontrer un ortho. Et ça, comme ils les appréhendent aussi, les classes 2, ils seront contents de les rencontrer tôt. Sur les articulés, par contre, inversés et finalement les béances, vous avez des résultats fous. L'idée, par contre, c'est qu'il faut se donner un certain temps. C'est-à-dire que si on n'a pas eu la nature qui a bien fait les choses, stop, maintenant on passe à l'éducateur fonctionnel. Donc moi, je donne 3 mois. 3 mois d'arrêt de succion. Qu'est-ce qui se passe? Et entre-temps, pendant ces 3 mois, tu as vu l'ORL. Comme ça, au moins, à 3 mois, j'ai un vrai point bilan avec mes patients. Quand ils partent du cabinet et qu'ils ont toujours tétine ou autre dans la bouche, je ne leur donne pas de rendez-vous par contre en me disant vous m'envoyez un mail le jour où on a l'arrêt total de la succion, quand vous l'aurez décidé. Et à ce moment-là, nous, on vous rappelle pour donner le rendez-vous des 3 mois. L'idée, c'est qu'ils sont maîtres là aussi un peu de leur solution et c'est eux aussi, s'ils laissent traîner et qu'ils reviennent un an après en disant je ne comprends pas, je t'avais donné les clés, tu ne les as pas prises. Au niveau donc du coup de l'éducation fonctionnelle, l'éducateur est une phase dite passive. L'essentiel du traitement, c'est tout ce qui va avant et la mastication. Lui, il va venir juste compléter les moments où l'enfant ne peut pas y penser, ne peut pas faire les exercices, ne peut pas finalement suivre son traitement, c'est-à-dire donc les temps de repos et la nuit. On va venir mettre de la hauteur entre finalement les deux arcades pour qu'elles réévoluent l'une et l'autre de manière séparée, en fait, ne plus être verrouillées par exemple par nos canines lors des cas inversés comme là. Et du coup aussi retrouver, comme je disais, une hauteur, mais aussi une langue. En fait, derrière les éducateurs, j'en ai pas pris un et j'en suis désolée, j'y ai pas pensé. Il y a comme une rampe. La langue se retrouve obligée de venir se mettre derrière sur cette rampe et du coup, même sans y penser, se retrouve au palais. Et donc, toute la nuit, à chaque fois qu'on déglutit, par notre éducateur, on appuie sur notre palais. Donc, c'est vraiment à différents endroits redonner la possibilité, là aussi, à la langue de prendre sa place, donc à faire finalement sa fonction de croissance et aux dents de pouvoir accepter cette croissance parce que du coup, elles sont séparées et le haut peut être stimulé par notre langue. En fait, ce n'est pas quelque chose de réellement actif en lui-même. On vient juste récupérer ce qu'on appelle le couloir libre de Château, c'est-à-dire un couloir entre les forces externes et internes où les dents peuvent évoluer. Et on leur laisse la chance de pouvoir évoluer dans ce couloir sans interposition ni donc de lèvres, de langue, ou simplement du coup d'une canine mal placée qui aurait verrouillé tout ça. Donc l'idée, c'est juste un couloir recréé. Vous ne verrez pas de traces de dents donc dans un éducateur fonctionnel. L'idée, c'est de reprogrammer et en fait finalement de déprogrammer l'ancienne situation pour induire la croissance du coup linguale, donc recréer sur les temps de repos quelque chose où on ne pourrait pas y penser et de manière inconsciente, vraiment réappuyer sur notre palais, recréer par cette malléabilité du palais une croissance du maxillaire parce qu'il est libre dans cet éducateur fonctionnel, dans ce couloir. Donc là aussi, on va simplement venir laisser la chance aux fonctions de reprendre part à cette croissance en laissant la place, en fait, en écartant tous les éléments les uns des autres pour que chacun puisse être stimulé comme il devrait et en recréant donc ce couloir naturel. À nous donc du coup d'être conscients du moment où il faut venir accompagner ou pas. Et là encore, tous les traitements ne passent pas par l'éducateur fonctionnel. Et rien que de diagnostiquer, c'est pour ça que j'insiste, c'est déjà l'éducation fonctionnelle. Donc, vous avez tous moyen de faire de l'éducation fonctionnelle. Après, à des niveaux différents. Et de toutes les manières, vous ne faites pas de mal. C'est vraiment hyper important et c'est un truc que moi, j'ai eu du mal au début à comprendre. C'est que je ne ferai pas d'orthodontie par la suite. Mes orthos sont mes principaux aussi
confrères dans mon exercice, donc je ne veux pas me braquer contre mes orthos. Mais par contre, je ne ferai jamais de mal. Je vais venir déverrouiller une situation, je vais venir simplement implanter une idée, et ben, c'est déjà super pour la suite. Donc voilà, au niveau des cas, ce que ça pourrait donner, un bel exemple, hein, une belle solution avec du coup une tétine avec vraiment cette forme arrondie. Là aussi, les tétines, selon les tétines, vont quand même avoir des conséquences plus ou moins importantes. Vous avez vraiment là aussi une part d'accompagnement. Plus vous connaissez tôt, et moi j'ai la chance avec les familles maintenant de les connaître parfois dans le ventre de maman et de donner les premiers conseils. Il y a des tétines allaitement. Un enfant allaité peut avoir des tétines. Ça peut être les BIPS, par exemple, très rondes. Mais celle-ci, elle ne va pas rester jusqu'à 3 ans parce que sinon, c'est la catastrophe. C'est une tétine de premier mois d'allaitement. Après, on va varier la tétine. Il y a des marques justement évolutives. Il y a des marques plus ou moins physiologiques. Ça sera toujours une tétine, mais il y a quand même des mieux à utiliser à certains moments. Et sans forcément les vendre, on peut les conseiller. Donc, voilà ce que peut faire une tétine. On va l'arrêter, en effet. On va pouvoir du coup aussi guider et on va pouvoir penser à l'ORL. On le voit sur les premières photos que je vous ai prises, la langue, elle n'était pas tant en avant. Le temps de prendre la photo, etc., souvent l'enfant, il est déjà... Donc, vous le voyez tout de suite sur votre photo. Là, on sent que ce n'était pas un gros souci ORL. C'est un enfant, par contre, que je suis toujours, qui a fait les cloisons nasales il n'y a pas très longtemps, parce que maintenant, il a 12 ans. Non, pas 12 ans, 10 ans, je crois. En tout cas, ça se fait un peu plus tard. Et parce que justement, je n'avais pas eu une fermeture totale. Et j'ai fait exprès de vous le mettre parce que je suis honnête. J'ai quand même énormément fait évoluer ce cas, mais ce n'est pas total. Et en effet, il restait cette petite part respiratoire qui fait que malgré tout, il dormait encore un peu bouche ouverte. On n'a pas eu une fermeture fabuleuse, mais on a une belle évolution qui s'est fait par un éducateur fonctionnel parce qu'il était déjà un peu tard. Là aussi, ça joue, 5 ans, je ne laisse pas trop traîner non plus. Donc, lui, je lui ai donné que 1 ou 2 mois pour vraiment tout arrêter. L'ORL m'a répondu en effet que c'était que les cloisons, donc ils savaient que je n'aurais pas de traitement ORL tout de suite et je suis venue accompagner. Et on voit bien ces canines pointues. Vraiment, je veux que vous compreniez que parfois, même des cas qu'on a l'impression qu'ils vont bien, rien que les canines pointues, ne les laissez pas. À un moment donné, il faut qu'elles s'usent, sinon c'est que ça ne marche pas, qu'ils ne les utilisent pas. Donc, voilà les 3 étapes. L'arrêt, on accompagne sur les exercices et la mise en place d'un éducateur, par exemple, dans ce cas-là, et on vient compléter sur notre mastication avec les meulages. Un peu plus jeune, les nids. Alors, les nids, ça peut faire un peu peur. Franchement, même la maman le tournait en rigolant, me disant que c'était un petit bulldog. Moi, ça ne me fait pas trop rire et voire même, ça me fait un peu peur. Parce que ça, pour le coup, c'est des cas chirurgicaux par la suite. Donc, plus tôt on les voit, mieux c'est. Et on voit bien qu'il y a quand même un problème esthétique, fonctionnel. Alors là, c'est un articulé croisé, mais antérieur, avec du coup aussi l'idée que si on tombe, les dents du bas, ça risque de bien casser. Ça passe, franchement, ça passe vite. C'était les grosses surprises. Ces cas-là, ça fait peur, mais ça marche bien. Ça marche bien parce qu'en fait, vous redonnez là aussi de la hauteur. Il n'y a plus ce verrou qui a été créé. Donc, du coup, on laisse reprendre la croissance. Donc, on va avoir une période de bout à bout, mais ça évolue bien. Et là aussi, on a des éducateurs fonctionnels qui vont être propices à certains âges et le placement de langue au palais qui va venir remodeler. Franchement, ce n'est pas des cas si compliqués à mettre en place. Mais par contre, on ne laisse pas ça. On ne laisse pas ça à 3-4 ans face à vous. On ne dit pas on attend 6-7 ans d'aller voir un ortho. C'est mort. Maintenant, on va au moins l'aiguiller et lui expliquer qu'il y a des solutions. Donc vraiment, 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 s'il vous plaît, ne me laissez plus passer tout ça. Que ça soit vous ou quelqu'un d'autre. Encore une fois, vous n'êtes pas tous obligés de faire l'éducation fonctionnelle, mais vous ou quelqu'un d'autre, ne laissez plus passer. Il me semblait que j'avais un cas. Voilà, il est passé à la trappe, j'ai dû cliquer trop vite. Ça, je pense que vous l'avez tous eu, un cas que vous dites, OK, là, c'est trop jeune, je l'enverrai plus tard.
Le problème aussi du plus tard, c'est que le parent, du coup, plus tard, c'est quand? Et puis, il déménage, puis l'ortho, puis lui, il lui convient pas trop, puis la solution. Oui, et on perd du temps. Et après, on se verrouille sur la chirurgie. Et la chirurgie fait encore plus peur. Mais pourquoi? Et pourquoi c'est si compliqué pour réaligner les dents? Parce qu'en fait, c'est juste trop tard. Donc, vraiment, encore une fois, tout le monde peut le faire à son niveau. Et c'est hyper important, je le répète, dès demain, dès lundi, ne laissez plus passer, comme je dis, ça va vous piquer les yeux maintenant, mais donnez au moins les premiers conseils. Trouvez peut-être un ORL ou deux qui peut être pas loin de chez vous et peut-être quelqu'un qui fait de l'éducation fonctionnelle plus poussée si vous ne voulez pas le faire vous. Mais parfois, c'est plus de temps que réellement d'action, mais par contre, on accompagne. Voilà, moi, mon idée, et d'ailleurs, dans mon exercice, je me rends compte que ce soit les traumas ou autre, il y a beaucoup d'accompagnement. Je revois mes patients, je les éduque, je leur répète les mêmes choses des milliers de fois, je leur donne par écrit. C'est lourd dans un exercice, on va dire, d'omni. Ça peut se rémunérer, on peut en parler, mais c'est aussi hyper valorisant parce que vous n'avez pas fait franchement d'actes. En tout cas d'actes durs ou graves ou pénibles pour vous. Et à la fois, vous avez libéré un enfant. Donc, c'est hyper sympa aussi. Et c'est cool de les voir grandir après bien mieux. Et les parents sont souvent très reconnaissants en disant, c'est vous qui avez vu le problème respiratoire, c'est vous qui... Ouais, c'est le dentiste finalement. Donc, j'espère que de ce côté-là, tout le monde pourra y arriver, en tout cas à voir qu'on ne laisse pas comme ça. Et à tout âge, même s'ils sont plus grands, donner des solutions, accompagner vos patients. J'espère que ça vous a un peu aiguillé sur l'éducation fonctionnelle. Après, je ne sais pas si ça a amené... Merci Marie. Donc, je crois que tu avais une diapositive qui terminait sur quand même la prochaine session que tu proposes dans nos cadres de formation. Exactement, moi je vous ai marqué donc l'ADF qui est Donc bientôt... voilà, donc l'ADF la semaine prochaine, on a une séance spéciale sur l'EBD 3 ans avec la partie comportementale qu'on doit adopter, comment gérer peut-être ces enfants de 3 ans et puis aussi cette approche que l'on doit avoir donc de repérer, de dépister toute anomalie de structure et de malposition dentaire ou osseuse. Et puis donc tu proposes une classe virtuelle donc d'une journée le 17 décembre 2021. Et ça, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le site ufsbd.fr, le site de formation de l'UFSBD et sur l'icône formation qui vous donnera toutes les indications. Je crois que c'était assez clair. C'était très intéressant de par tes mimiques aussi de nous montrer les situations dans lesquelles on peut se retrouver, ce qui nous parle beaucoup, qui nous parle davantage. Très important aussi de rappeler que cette santé orale, elle a une forte incidence sur la santé générale de l'enfant, sur son développement psychique, sur son développement physique, psychologique. Donc, je crois que c'est vraiment essentiel de faire ce repérage et ce diagnostic, ce dépistage. Les petits messages arrivent de remerciements. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, encore merci, Marie. À bientôt, d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Voilà. Et j'espère à bientôt.